Merci de prendre connaissance de ce programme éducatif. Ce module traite des changements des habitudes intestinales suivant le traitement du cancer de la prostate par radiothérapie. Les changements des habitudes intestinales figurent parmi les effets secondaires les plus fréquents que l'on associe au traitement du cancer de la prostate par radiothérapie. Dans le présent module, nous nous pencherons sur les symptômes que les patients peuvent développer ainsi que sur les investigations et les traitements qu'un médecin pourrait recommander pour y remédier. Les changements aux habitudes intestinales peuvent se manifester de nombreuses façons. Certains patients décrivent des changements sur le plan de la régularité, comme la diarrhée ou la constipation, ainsi que des symptômes tels que la présence de mucus dans leurs selles, des malaises abdominaux ou encore des gaz. Par exemple, la nourriture épicée, les graines et les noix, qui peuvent agir comme éléments déclencheurs d'autres symptômes intestinaux. Certains patients peuvent être aux prises avec la défécation impérieuse, c'est-à-dire l'incapacité de retenir les selles. L'incontinence anale ou fécale fait référence aux fuites de matière fécale. Le terme médical rectite radique réfère à l'inflammation du rectum causée par la radiothérapie. Le saignement rectal peut être un symptôme gênant. Pour de l'information plus détaillée, consultez le module portant sur le saignement rectal et le cancer de la prostate. Les patients qui subissent une intervention chirurgicale comme une prostatectomie radicale peuvent vivre des changements à court terme de leurs habitudes intestinales. Habituellement, ces dernières reviennent à la normale avant que le patient ait son congé de l'hôpital. De plus, les changements aux habitudes intestinales à long terme, permanents, et qui surviennent après une intervention chirurgicale sont rares. Les effets secondaires peuvent être classés en deux catégories. Les effets secondaires à court terme, aigus, surviennent soit pendant le traitement, soit peu de temps après et normalement finissent par disparaître. Les effets secondaires à long terme, tardifs, se font sentir au moins 6 mois après le traitement et peuvent être de nature chronique ou permanente. La radiothérapie peut entraîner une irritation à court terme du rectum. Cela peut causer une diarrhée, selle fréquente ou molle, habituellement légère. Cette diarrhée peut souvent être traitée avec des médicaments sans ordonnance, recommandés par l'équipe d'oncologie. Dans des cas plus rares, la diarrhée peut nécessiter des médicaments plus puissants pour être maîtrisée, ou un traitement par fluidothérapie si la production fécale est trop grande. Les effets secondaires aigus peuvent aussi comprendre la défécation impérieuse et la fréquence rectale, sensation d'envie fréquente, même pour de petites quantités de sel. Ces effets aigus sont assez courants auprès des patients qui ont suivi une radiothérapie externe. En effet, jusqu'à la moitié des personnes ayant reçu ce traitement en sont touchées. Habituellement, les sources radioactives utilisées pour les traitements par curithérapie ont une portée d'émission très courte. Elles sont soit insérées dans la prostate, soit placées autour de celle-ci. Étant donné que le rayonnement est envoyé directement sur la prostate et qu'il n'a pas à passer au travers des structures environnantes, la curithérapie permet souvent d'épargner une partie du rectum et des intestins de fortes doses de radiation. Les effets secondaires aigus dans la région rectale sont moins fréquents, environ 10 à 25% des patients. Le risque d'intoxication tardive est aussi plus faible. Le traitement du cancer de la prostate par radiothérapie externe peut aussi comprendre un traitement des ganglions lymphatiques pelviens. Dans certains cas, un oncologue peut recommander de traiter ces ganglions pour permettre une meilleure maîtrise du cancer. Cette exposition plus grande n'est toutefois pas sans conséquence, puisque la partie des intestins qui risque d'être touchée par le rayonnement est plus grande. Les possibilités que ce traitement engendre des effets secondaires aigus ou tardifs sont elles aussi plus grandes. À la suite d'une radiothérapie externe, certains patients sont touchés par des changements aigus dans leurs habitudes intestinales pendant 6 à 8 semaines. Toutefois, de nombreux patients affirment que leurs symptômes commencent à s'estomper 2 semaines après le traitement. La curithérapie à haut débit de dose, utilisation d'une source radioactive qui est retirée après le traitement, présente un déroulement semblable à celui des traitements par radiothérapie externe. Les sources radioactives utilisées pour la curithérapie à faible débit de dose continuent d'émettre un rayonnement durant un certain nombre de mois suivant l'implantation des grains.
Au fil du temps, la radiation émise par ces grains devient de plus en plus faible. De nombreux patients affirment ressentir une nette résorption des symptômes, le cas échéant, 3 à 6 mois suivant l'implantation des grains. Toutefois, des changements aigus peuvent prendre jusqu'à 1 an avant de disparaître. Les changements dits tardifs ou persistants correspondent aux changements qui perdurent ou se développent plus de 6 mois après le traitement. Dans le cas de la curithérapie à faible débit de dose, il peut être difficile de faire la différence entre changements aigus et tardifs au cours des 6 à 12 mois suivant l'implantation des grains. Des symptômes très légers, n'affectant pas la qualité de vie du patient, peuvent être aussi courants que les symptômes légers mentionnés précédemment. La constipation, la diarrhée, la défécation impérieuse, le côlon irritable, sensibilité aux aliments déclencheurs et la production excessive de gaz sont des exemples de symptômes persistants. Peu de patients, jusqu'à 20% des patients suivant une radiothérapie externe et plus de 10% de ceux recevant une curithérapie, se retrouvent aux prises avec des changements à leurs habitudes intestinales qui sont suffisamment importants pour affecter leur qualité de vie. Dans la présente section, nous verrons comment la radiation peut causer certains changements aux habitudes intestinales. D'emblée, l'exposition des intestins à la radiation endommage les cellules qui les composent. Cela cause de l'irritation et de l'inflammation, et le corps travaille à réparer les dommages et à remplacer toute cellule manquante. À court terme, la grande majorité des dommages sont réparés et les cellules sont remplacées. Le dommage causé par le rayonnement est responsable de nombreux changements aigus aux habitudes intestinales. Ce dommage et les changements qu'il provoque peuvent survenir pendant le traitement ou dans les quelques semaines suivant celui-ci. Bien que la majeure partie des dommages finissent par se réparer et que toute cellule manquante soit remplacée, des changements permanents causés par une inflammation ou des tissus mal réparés peuvent parfois survenir après le traitement. Ces changements peuvent prendre des mois, voire des années avant de se manifester en tant qu'effet secondaire tardif. Être conscient des façons dont la radiation affecte les intestins peut s'avérer crucial pour déterminer quel traitement utiliser afin de gérer ces symptômes. Un intestin qui a subi plusieurs radioexpositions fonctionne différemment que s'il n'avait pas été touché. Chez certains patients, ces changements peuvent persister indéfiniment. Les intestins qui ont été exposés à la radiation peuvent fonctionner à une vitesse différente de la normale, ce qui influence le temps que la matière prend à passer par les intestins. Habituellement, les voies intestinales sont habitées par de bonnes bactéries, qui n'entraînent pas de symptômes et empêchent d'autres types de bactéries de proliférer. Un changement de la vitesse du transit intestinal peut potentiellement permettre à d'autres bactéries de se développer. Ces autres bactéries peuvent causer des symptômes tels que les gaz, les crampes ou la diarrhée lorsqu'elles se nourrissent des nutriments présents dans les intestins. Les intestins qui ont été soumis à une radioexposition peuvent aussi être enflammés et irrités de façon permanente. Un intestin enflammé peut produire plus de mucus en réponse à l'irritation, ce qui peut être incommodant. Les lipides sont dissous par les acides biliaires, produits par le foie, afin d'améliorer l'absorption et la digestion dans l'iléon, une partie de l'intestin grêle. Des dommages aux intestins, particulièrement à l'iléon, peuvent nuire à la capacité de réabsorber les acides biliaires. De plus, une augmentation de la vitesse du transit intestinal peut aggraver ce problème, en allouant moins de temps à l'absorption des lipides. Ces lipides non absorbés peuvent mener à des diarrhées particulièrement nauséabondes, à des crampes et à des gaz. Les dommages aux intestins peuvent aussi nuire à la production des enzymes nécessaires à la transformation des glucides, comme le lactose. Ces glucides non absorbés causent des flatulences et des ballonnements, et des accumulations d'eau dans l'intestin, ce qui cause la diarrhée. La radiothérapie peut endommager les muscles ou les nerfs qui se trouvent dans la région pelvienne. Par exemple, les sphincters, anneaux musculaires du rectum agissant comme des valves, peuvent être directement endommagés par la radiothérapie ou perdre un peu de leur épaisseur. Cela peut nuire à la capacité de se resserrer et de volontairement empêcher l'évacuation des selles. Les nerfs sacrés, responsables de l'activation des sphincters et des muscles du plancher pelvien, peuvent aussi être affectés par le rayonnement, entraînant de potentiels changements des habitudes intestinales. Sans compter que, d'emblée,
Les selles aqueuses ou la diarrhée peuvent rendre difficile le maintien de la continence anale. Au fin de notre présentation, nous allons définir certains termes utilisés pour décrire les possibles changements aux habitudes intestinales qui peuvent découler d'un traitement du cancer de la prostate par radiothérapie. Comme il a été mentionné précédemment, la défécation impérieuse correspond à l'incapacité de retarder l'évacuation des selles et est souvent liée à la rectite. En effet, l'inflammation locale et l'irritation aux muscles sphincters contribuent à diminuer la capacité du patient à retenir de plus grandes quantités de sel. Le ténesme est l'envie persistante d'aller à la selle, même sans la présence de matière fécale. La radiothérapie peut affecter les nerfs et les muscles responsables de la contraction du plancher pelvien et des sphincters anaux. Cette perte des fonctions normales peut faussement indiquer la présence de sel, ténesme. Elle peut aussi entraîner la défécation impérieuse. Il existe deux grandes catégories d'incontinence anale. L'incontinence par impériosité fait référence au cas où le patient ressent l'envie et l'urgence d'aller à la selle. Toutefois, il est incapable de retenir les matières fécales malgré ses efforts. C'est ce qui différencie ce type d'incontinence de l'incontinence passive, qui se traduit par des fuites fécales ou par le transit des selles sans que le patient ait eu conscience de la présence de matière fécale ou ressenti l'envie de déféquer. Être en mesure de différencier ce type d'incontinence qui importune le patient peut s'avérer utile dans les recommandations qui lui seront faites quant aux investigations et aux traitements nécessaires. Dans la présente section, nous nous pencherons sur certaines des investigations qui pourraient permettre de trouver la cause des changements aux habitudes intestinales. Une anamnèse détaillée est importante, car elle aide à déterminer la cause et les traitements envisageables des changements aux habitudes intestinales. Un prestataire de soins de santé pourrait vous poser des questions à propos des changements dans vos habitudes intestinales, de même que d'autres questions médicales de nature générale sur votre état de santé et les médicaments que vous prenez, le cas échéant. De nombreux patients doivent tenir un journal assez détaillé de leur alimentation et de leurs selles. Ce journal peut être utilisé pour en apprendre davantage sur les symptômes du patient, ainsi que pour trouver de possibles aliments déclencheurs qui pourraient empirer les symptômes. Au cours d'une visite à leur prestataire de soins de santé, les patients doivent souvent suivre un examen physique afin d'éliminer de l'équation tout problème de santé facilement détectable. Une coloscopie est un examen spécialisé lors duquel une caméra, fixée au bout d'un mince tube flexible, est insérée dans le côlon pour permettre de voir les intestins de plus près. La rectoscopie est une procédure similaire, mais elle limite l'examen au rectum et à la petite partie de l'intestin qui l'entoure. Si les patients ont suivi un traitement par radiothérapie, passer une coloscopie est généralement sécuritaire. Par contre, effectuer une biopsie ou un prélèvement de tissu du rectum peut augmenter le risque de développer un ulcère ou de créer une voie permanente. Bien que ces biopsies soient parfois nécessaires, nous recommandons fortement aux patients de rappeler au médecin effectuant la radioscopie de d'abord discuter avec un oncologue à propos de toute biopsie rectale envisageable. Il est possible que les spécialistes exigent d'autres examens plus spécialisés afin de recueillir tous les renseignements dont ils ont besoin. Pour de plus amples informations sur les coloscopies, consultez le module qui présente cette méthode plus en détail. Il existe aussi un module complémentaire décrivant les complications majeures, comme les ulcères, qui peuvent survenir à la suite d'une radiothérapie de la prostate. Bien que le traitement de la prostate par radiothérapie puisse entraîner l'apparition de symptômes intestinaux, il faut d'abord éliminer de l'équation les autres causes possibles de ces symptômes. Parfois, ces autres cas présentent d'autres options de traitement ou d'importantes conséquences pour la santé. Les patients qui contractent des infections abdominales inflammatoires sont parfois les premiers à être diagnostiqués après un traitement par radiothérapie. De plus, certains aliments, suppléments, médicaments ou autres problèmes de santé peuvent aussi contribuer au développement de symptômes intestinaux, particulièrement les gaz et la diarrhée. Dans cette dernière section, nous aborderons certains des traitements qui s'offrent à vous pour gérer les changements à vos habitudes intestinales découlant de la radiothérapie. Les traitements qui sont offerts pour traiter la diarrhée et la défécation impérieuse commencent généralement par des thérapies conservatrices et faciles à tolérer. Réduire la consommation de fibres insolubles, telles que les légumes, le son d'avoine et les grains entiers, peut permettre de ralentir le transit des selles.
Baisser la consommation de glucides peut réduire la quantité de sucre non digéré qui peuvent potentiellement aggraver la diarrhée et causer plus de gaz. Un journal faisant état de l'alimentation peut permettre de trouver les aliments déclencheurs ou problématiques. Les aliments déclencheurs les plus courants comprennent ceux ayant une forte teneur en lactose, comme le lait et la crème glacée, les aliments qui produisent des gaz et ceux qui ont une forte teneur en fructose. Tout comme la physiothérapie pour le reste du corps, certains exercices particuliers lors de la défécation, ainsi que la rétroaction biologique, peuvent potentiellement aider à pallier les problèmes de défécation impérieuse. Ces options sont d'ordre général. Votre prestataire de soins de santé peut vous fournir de plus amples informations. De nombreux médicaments peuvent être employés dans le traitement des symptômes rectaux. Ces médicaments font partie des catégories générales des anti-inflammatoires, des agents ralentisseurs de transit et des probiotiques, et peuvent comprendre d'autres médicaments d'ordonnance. Les anti-inflammatoires topiques sont prescrits pour une application directe dans le rectum, ce qui permet de réduire l'inflammation dans la région où ils sont appliqués. Ces médicaments sont vendus sous forme de mousse ou de suppositoire. La mousse est introduite à l'aide d'un applicateur, alors que les suppositoires sont insérés directement dans le rectum. La mousse a l'avantage supplémentaire de contenir des agents qui soulagent les démangeaisons. Le patient doit faire attention lorsqu'il introduit un suppositoire ou l'applicateur à mousse afin d'éviter d'irriter davantage le rectum. Imodium est une marque répandue d'agents antidiarrhéiques. Ce médicament permet de ralentir le transit intestinal. Votre prestataire de soins de santé peut vous fournir des instructions plus détaillées concernant le dosage, mais la posologie habituelle commence par 2 comprimés, puis un de plus après chaque selle molle, jusqu'à un maximum de 8 comprimés sur une période de 24 heures. Cette quantité devrait être réduite aussitôt que possible pour que la consommation de comprimés soit diminuée au minimum. Si votre diarrhée dégage une odeur particulièrement nauséabonde ou contient du sang, consultez votre prestataire de soins de santé avant de commencer à prendre Imodium. En théorie, les probiotiques peuvent aider à reconstruire la flore intestinale. Votre équipe de soins de santé peut vous recommander d'en prendre en supplément. Le dosage, la méthode d'administration, par voie orale ou par le rectum, et le type de probiotiques qui sont les plus efficaces n'ont pas encore été déterminés. Dans les situations où les traitements conservateurs ne donnent pas les résultats attendus, l'oxygène hyperbare est utilisé. Ce traitement est administré dans un caisson de plongée spécialisé. Les patients y respirent de l'oxygène pur à 100% tout en étant exposés à une pression atmosphérique accrue. Cela peut faire en sorte qu'une plus grande quantité d'oxygène se rende aux tissus endommagés, aidant ainsi à la guérison plus efficace des dommages causés par la radiothérapie. En dernier recours, les patients qui sont aux prises avec une diarrhée ou de l'incontinence grave et incontrôlable se feront parfois recommander une colostomie. Dans cette procédure, les intestins sont détournés pour que les selles soient évacuées par un trou dans la peau de l'abdomen, appelé une stomie, jusqu'à dans un sac. Les investigations qui sont menées pour l'incontinence anale sont semblables à celles effectuées pour la diarrhée, car le simple fait que les selles soient molles peut causer l'incontinence. Il peut également être question d'analyse sanguine supplémentaire, de radiographie ou d'examen direct du rectum à l'aide d'un rectoscope. Dans la plupart des cas, les investigations de l'incontinence anale se concentrent sur les muscles sphincters ou valves musculaires. La maîtrise de l'incontinence se fait grâce à 2 sphincters, internes et externes, et aux muscles du plancher pelvien, appelés les muscles puborectaux. Le sphincter anal interne est responsable de la majeure partie de la tonicité musculaire du système sphinctérien. Il s'agit d'un muscle involontaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être consciemment contrôlé. Le sphincter externe, quant à lui, est responsable d'une plus petite partie de la tonicité musculaire, mais peut être contrôlé volontairement. Le fait de pratiquer une pression du sphincter anal externe et des muscles puborectaux permet de fermer le canal anal et aide à prévenir les fuites fécales. Pour évaluer la fonction sphinctérienne, votre docteur peut procéder à une rectoscopie, à des examens particuliers pour déterminer la force de pression des muscles, aussi appelée manométrie, ou à des examens du système nerveux afin d'évaluer les nerfs pelviens. Le traitement de l'incontinence anale est semblable à celui de la diarrhée. Les agents antidiarrhéiques et la réduction de la consommation de fibres insolubles peuvent modifier la consistance des selles, les rendant ainsi
plus facilement maîtrisables. Votre prestataire de soins de santé peut vous prescrire un gel de phényléphrine que vous appliquerez directement dans le rectum pour augmenter la tonicité du sphincter. En cas de fuite fécale continue, il est important de garder la région anale raisonnablement propre et protégée. Cela peut comprendre l'utilisation de serviettes pour retenir les selles, de crèmes protectrices et de lingettes humides pour réduire les risques de lésions cutanées. Dans certains cas particuliers, votre médecin vous prescrira différentes catégories d'antidépresseurs pour vous aider avec votre problème d'incontinence. Dans des cas plus rares, une intervention chirurgicale, telle qu'une colostomie, est effectuée en dernier recours. Les changements aux habitudes intestinales font partie des effets secondaires les plus fréquents associés à la radiothérapie de la prostate. Comparativement à la curithérapie, ces changements sont plus courants chez les patients qui reçoivent un traitement par radiothérapie externe, particulièrement si les ganglions lymphatiques pelviens ont été traités en plus de la prostate. De nombreux patients vivront des changements aigus, ou mineurs et chroniques, qui n'affecteront pas la qualité de vie. Les changements persistants, qui ont un effet sur la qualité de vie, sont moins fréquents, mais tout de même importants et à prendre en considération. Dans le présent module, nous avons brièvement expliqué certaines des causes de ces changements, ainsi que les investigations et traitements possibles qui s'y rapportent. Si vous êtes aux prises avec des changements incommodants à vos habitudes intestinales à la suite d'un traitement de la prostate par radiothérapie, nous vous encourageons à consulter votre équipe de soins de santé, car des traitements efficaces s'offrent à vous. Merci d'avoir pris connaissance de ce programme éducatif.